Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous avons toutes les raisons d'espérer. Et on va tenter d'expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va probablement se passer dans les années à venir. Nous avons toutes les raisons d'espérer. D'abord, je vais commencer un petit peu par vous expliquer qu'est-ce que c'est que le sinistrisme et le dextrisme. Le sinistrisme, c'est le décalage du spectre politique vers la gauche, c'est-à-dire de l'ensemble vers la gauche. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous avez un spectre qui est toujours le même, et vous avez la société qui se décale. Le dextrisme, c'est l'inverse, c'est le décalage vers la droite. Alors ça commence vers 1680. C'est ce qu'explique Paul Hazard dans son livre « La crise de la conscience européenne, 1680-1715 », où il dit que l'ordre classique, qui avait repris force après la Renaissance, tremble à partir de 1680. Les esprits changent, le progrès doit l'emporter sur la tradition, la science sur la foi. Les récits de voyage élargissent les horizons. On remet en cause la Bible, les textes sacrés, on rêve de bonheur terrestre, fondé sur la raison. Le christianisme se sécularise. Et les philosophes prônent la tolérance. On ne doit plus rien imposer aux esprits de surnaturel. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1680, vous avez eu des nouveaux philosophes, et vous avez aussi beaucoup de récits, vous avez eu dans la population un engouement pour les nouveaux mondes, pour l'étranger, pour tout ce qu'il y avait de nouveau, de lointain. Et ce faisant, on a commencé à remettre en cause l'ancien, à remettre de côté l'ancien, puisqu'on voulait aller vers le nouveau. L'ancien devenait un fardeau, et on a commencé à le répudier, si vous voulez. On passe aussi au capitalisme entrepreneurial, qui voit alors une bourgeoisie surpuissante apparaître, qui se met à transformer la société. Pourquoi né de la réforme protestante? Alors, vous avez des historiens qui vous disent non, le capitalisme est plutôt né à Venise. Il n'empêche que dans le protestantisme, vous avez quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on essaie de faire passer la sphère spirituelle à la sphère temporelle. Alors que dans le catholicisme, on récolte les fruits de ces efforts dans l'au-delà. Lui, le protestantisme, il arrive à quelque chose de nouveau, il dit mais non, il faut qu'on puisse bénéficier des fruits de son labeur du temps de son vivant. Et donc c'est comme ça que les historiens expliquent, en tout cas certains, que le capitalisme entrepreneurial est né à ce moment-là. Dans tous les cas, la réforme protestante amène quelque chose de différent du catholicisme, c'est que on fait passer la sphère temporelle et la sphère spirituelle à la sphère temporelle. Les hommes sont fascinés par le nouveau. On remet en cause les ordres anciens. Et en 100 ans, donc 1680-1780, on passe de Bossuet à Voltaire. Les modernes deviennent majoritaires. C'est la Révolution française. C'est-à-dire que on a remis en cause l'ancien. On a commencé à dire mais il faut du progrès, l'homme nouveau, etc., délestage des attaches spirituelles. Eh bien, ça a donné 100 ans plus tard la Révolution française. Donc vous voyez, le changement d'état d'esprit, 100 ans plus tard, on a eu la concrétisation de ce changement d'esprit. Ça a mis 100 ans à se réaliser. Dans toute l'Europe, on passe d'une société d'ordre à une société de classe. C'est la bourgeoisie marchande qui, se trouvant à gauche du spectre, balaye la société aristocratique, chrétienne et par essence monarchiste. C'est le marchand qui prend la place du guerrier, le marché sur le sacré. Que demande le marchand? Eh bien, le bourgeois, c'est le même, le marchand et le bourgeois, pour prendre la place de l'aristocrate, du guerrier. Sachant que l'aristocratie avait déjà à l'époque failli, puisqu'elle était passée d'une noblesse d'épée à une noblesse de robe. Il demande, donc le bourgeois, le marchand, qu'est-ce qu'il demande? Il a l'équité du droit, mais aussi la liberté, qu'elle soit économique ou sociétale. La liberté ou la mort.
C'était la devise des révolutionnaires de l'époque. Donc ce qu'ils demandaient, c'était la liberté. On est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de commercer. C'est le bourgeois, c'est le marchand qui a demandé ça. Face au guerrier, qui n'était plus vraiment guerrier, qui lui bloquait effectivement ce genre de possibilités. C'est un coup de boutoir majeur du sinistrisme, commencé il y a 100 ans, qui voit sa victoire idéologique, politique et culturelle se concrétiser avec la Révolution française. De cette révolution naît, un siècle plus tard, le marxisme, puis le communisme, ayant comme matrice cette fois-ci l'égalité. Alors c'est vrai que dans la Révolution française, il y a liberté, égalité, fraternité. Au départ, c'était surtout sur la liberté. Et donc, Lénine, 100 ans plus tard, donc vous voyez, changement d'état d'esprit, 100 ans plus tard, révolution, 100 ans plus tard, communisme. Lui, il demande l'égalité complète. Le sinistrisme avance. Le libéralisme, historiquement de gauche, puisque au départ c'était plutôt le marchand qui demandait ça. Je parle du libéralisme au sens, après il y a plein de dénominations, mais vous avez compris, au sens du marchand face aux guerriers. On s'entend bien, au sens de ceux qui demandaient la liberté. Historiquement de gauche, se retrouve à droite. Et la droite originelle, donc monarchiste, verticale, sort du champ politique pour ne plus laisser place qu'à une droite situationnelle, une droite libérale, c'est-à-dire au sens économique. C'est-à-dire que là où la droite avant était basée sur un système de valeurs, sur un système religieux, eh bien, du fait qu'il y ait eu le communisme, qui lui est complètement égalitaire, eh bien, il y a une dissension qui s'est faite, et du coup, ceux qui étaient plutôt pour la liberté se sont retrouvés à droite, alors que ceux qui étaient pour l'égalité se sont retrouvés à gauche. Mais en réalité, la droite, elle était ni libertaire ni égalitaire. Elle était monarchiste, elle était verticale, elle était religieuse, guerrière. Vous comprenez? Donc ça a continué de se décaler. Donc, droite libérale, donc c'est-à-dire celle des intérêts catégoriels, toujours négociables, alors que les valeurs, elles, ne l'étaient pas. On peut toujours négocier avec quelqu'un qui fait du fric. Par contre, effectivement, une personne qui, elle, est sur des valeurs héritées, sur des valeurs traditionnelles, ça ne se négocie pas. Le libéralisme et le communisme ont l'un et l'autre leur place dans le matérialisme. Ils sont, l'un et l'autre, du côté du système de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, en gros, qui veut donner plus aux pauvres, et puis l'autre qui veut donner plus aux riches. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut que tout le monde soit égaux, et puis l'autre qui veut qui plutôt sur une idée de locomotive, c'est-à-dire que plus on va laisser le fort être fort, plus ça va tirer l'ensemble de la société vers le bien, vers le plus, vers le progrès. Alors que l'autre dit non, effectivement, voilà, communisme et libéralisme, je ne vais pas vous faire un topo. Mais de ce point de vue, les valeurs, la tradition, les liens du sang, le sacré, sont un outil bien plus redoutable à ce pouvoir, donc le pouvoir économique, orwellien, que le marxisme le plus dur. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. On nous dit souvent que la gauche, elle est contre le système financier, etc. Non, elle en est son bras armé. Il suffit de voir aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez quand même des milices, si vous voulez, qui vont attaquer des gens qui défendent des valeurs, et vous vous rendez compte qu'en réalité, que ce soit le système économique ou ces milices qui se disent anticapitalistes, etc., défendent exactement la même chose, c'est-à-dire une société ouverte, inclusive, avec sans frontières. Donc ça se rejoint en réalité. Ça s'est toujours rejoint. Dans les comportements, on opposera alors l'élan à la réflexion, les images aux mots, le facile au difficile, le plaisir au bonheur, l'égoïsme à l'altruisme, le droit à l'obligation. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. C'est quelque chose de typiquement révolutionnaire, typiquement sinistriste. Le narcissisme à la sociabilité, en somme, l'avoir à l'être, le capital matériel au capital immatériel. Et voilà, du capitalisme entrepreneurial au capitalisme financier, il n'y avait qu'un pas.
C'est-à-dire que le capitalisme entrepreneurial, lui, c'est plutôt quelque chose de positif. Vous travaillez et vous en récoltez des fruits plus tard. Le capitalisme financier, philosophiquement, il y a quelque chose de très différent. C'est qu'on est dans la jouissance immédiate, permanente. Il n'y a plus de temps, vous voyez, on est sur quelque chose, peut-être d'une autre religion. Il n'y a plus de séparation temporelle entre l'effort et les fruits qu'on en récolte. En 1968, la gauche commence à troquer le collectivisme pour le libéralisme sociétal. On va dire le capitalisme libertaire aussi. On détruit le patriarcat. On vide les églises. Jouir sans entrave. Vous voyez, ça se rejoint. C'est le point culminant de ce cycle commencé il y a 300 ans, donc vers 1680, mais aussi son crépuscule. La donne change à la fin des années 1980 avec l'effondrement du bloc soviétique qui met un terme à la pression venue de la gauche révolutionnaire. Ben oui, le communisme, c'est-à-dire la caserne, le collectivisme s'écroule à la fin des années 80. À ce facteur conjoncturel s'ajoutent les effets désastreux engendrés par la globalisation et l'économisme, mais aussi l'événement du 11 septembre 2001 qui ouvre le XXIe siècle sur des nouveaux thèmes qui laissait totalement démunis ceux qui faisaient alors la pensée dominante, et même on pourrait dire le Bataclan, entre sécularisation et retour du sacré, diversité et identité, multiculturalisme et continuité culturelle, libre-échange et protection, gouvernance et souveraineté, etc. etc. C'est-à-dire qu'à la fin des années 80, là il y a une cassure dans ce cycle qui a duré quand même près de 300 ans. Il y a de nouveaux thèmes qui apparaissent, comme en 1680, dans l'esprit des gens, et qui laissent totalement démunis ceux qui faisaient la pensée dominante, voire la pensée unique, jusqu'à présent. Le libéralisme est en train de reprendre sa place originelle, c'est-à-dire à gauche. Donc il avait été coupé en deux, sociétal à gauche et économique à droite, par le communisme. Voilà que l'électorat des grandes villes, les gagnants de la mondialisation, qui votaient à droite par anticommunisme, c'est-à-dire par individualisme, votent à gauche par cosmopolitisme, par matérialisme, par individualisme. Voilà que les cycles s'inversent. Voilà que renaît des entrailles de l'histoire la droite originelle. Même si on ne la voit pas d'un point de vue politique encore actuellement, dans la société, elle est présente. Elle est présente. Alors, ça dépend par quel prisme est-ce qu'on regarde les choses. Bien sûr qu'il y a des gens aux cheveux bleus qui racontent n'importe quoi. Mais vous avez un discours, vous avez des propos qu'on n'entendait pas avant. Et vous avez un vide qui s'est créé. C'est structurel, au-delà des idéologies. C'est le début du dextrisme, le décalage du spectre vers la droite. Ce cycle commençait il y a 300 ans, donc le sinistrisme, celui porté par les Lumières et la Révolution française, matrice de tous les totalitarismes, est en train de se refermer. Alors pourquoi est-ce que je dis que la Révolution française est la matrice de tous les totalitarismes ? Parce que la Révolution française, elle se base sur l'idée de progrès, d'homme nouveau, et de la volonté la promesse de bonheur. Et c'est sur quoi les totalitarismes se sont appuyés. Ils ont toujours promis le bonheur, ils ont toujours promis qu'ils allaient changer l'homme, et effectivement, ils sont des systèmes qui sont basés sur des idéologies. Et l'idéologie rentrant toujours à un moment donné en contradiction avec le réel, que fait le politique pour appliquer son projet biblique, en fait, mais dans la réalité, non plus dans le ciel, mais sur terre, eh bien, il détruit les hommes, il essaie de casser le réel pour pouvoir continuer à exister. Et c'est ça un système totalitaire. Un système totalitaire, c'est quelque chose qui refuse d'accepter que les hommes sont incomplets, sont imparfaits, et que par conséquent, on ne peut faire le paradis sur terre. Donc l'histoire nous apprend qu'il aura fallu 100 ans pour voir les idées modernes se réaliser. Plus le temps passe, plus les déçus de la mondialisation sont nombreux. La manif pour tous, Trump, le Brexit, Orban,
Salvini, etc., 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 sont des exemples du mouvement de fond, celui d'un retour à une société d'ordre, ni libérale, ni égalitariste. C'est la fin de la modernité. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus nous sommes rentrés dans une centrifugeuse qui fait que le système, pour se maintenir, exclut de plus en plus de monde. Et ces gens-là qui sont exclus, forcément, ils sont pas très contents. Ils ont bien compris que le progrès, ça n'allait pas être pour eux. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qu'on appelle le populisme, le vote populiste. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, plus le temps passe, plus le système, en fait, pour se maintenir, se dévore lui-même. Et donc, plus les gagnants de la mondialisation sont de moins en moins nombreux. Et donc, plus le temps passe, plus vous avez des mécontents. D'abord, parce que l'État-providence n'est plus en mesure de se substituer à nos anciens modes de vie, comme il l'a fait avant, avec... la sécurité sociale, les retraites, etc., etc., c'est en train de... C'est appelé à se réduire. Donc les gens, pour survivre, vont devoir retourner à la communauté. J'y viens. Puis parce que aussi, l'économie n'est plus le lieu de lien social. Sauf dans les grandes villes, sauf si vous avez un super diplôme, etc., vous avez de plus en plus de gens qui se retrouvent ubérisés, précarisés, ou même sans travail. Donc du coup, c'est plus à cet endroit-là qu'ils vont pouvoir se sociabiliser. Alors il y a Internet, mais il y a aussi d'autres lieux. Ça peut être les mosquées, ça peut être aussi les paroisses. Mais ça, les mosquées, eux, ils ont bien avancé dans les quartiers. Les paroisses, pour l'instant, en France, les gens ont encore du retard, parce que c'est encore, on va dire, le français de souche, c'est la population encore la plus protégée vis-à-vis de ce qui se passe. Mais à terme, c'est en train de gagner cette population-là aussi. Donc, c'est indépendant des idéologies comme le féminisme, le marxisme ou autres. C'est d'ailleurs la mort des idéologies et le retour au réel qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vivre dans une bulle éternellement. Par exemple, cheveux bleus. Cheveux bleus qui veut changer de sexe, qui se balade dans la rue, qui est contre les frontières, parce que les frontières, c'est contre les étrangers, donc c'est raciste, c'est mal d'être raciste, donc les frontières, c'est raciste, c'est mal. Bon. Lui, cheveux bleus, quand il se balade dans un quartier, et que Abdoul le voit, Abdoul, il lui met un coup de tête. Et Abdoul, de son point de vue, il a raison. D'ailleurs, pas que de son point de vue, mais c'est ça le retour au réel. De la même manière qu'un mec ultra raciste, qui est que dans une idéologie raciste, entre Jean Gauchiste et son pote antillais, il choisit Jean Gauchiste. Et quand Jean Gauchiste lui brûle sa maison, lui fait perdre son travail, là, il y a le retour au réel. Vous voyez ? C'est exactement la même chose. Donc voilà, quand Cheveux Bleus se prend un coup de tête et que le néo-nazi voit sa maison disparaître, son idéologie disparaît avec. Que ce soit le coup de tête ou la maison qui brûle. Vous voyez ? Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'explique Aristote et saint Thomas d'Aquin. J'observe, je raisonne, j'agis. Si je raisonne à partir d'idées ou d'idéologies, je finis par faire des erreurs et je finis par mettre les autres ou moi-même en danger. C'est ça qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'il faut... C'est de l'empirisme. C'est comme ça que la science, d'ailleurs, procède. Je vérifie une expérience et si je répète plusieurs fois l'opération, que je peux observer que ça fonctionne, effectivement, à partir de là, j'en tire des conclusions. Mais si je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Ou si je pars d'idées et que ce que je fais n'existe pas, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner, vous voyez, c'est le principe. Donc, peu importe ce que les gens pensent ou font, le retour à la communauté naturelle, au mode de vie naturel, clanique même, communautaire, dans le bon sens du terme, sont inévitables. Et c'est exactement ce qui se passe. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vu déjà il y a 15 ans, parce que c'est là où ça s'est passé en premier en France, c'est dans les quartiers. Dans les quartiers, enfin en tout cas, moi là où j'étais, c'est-à-dire que je me suis posé la question, comment ça se fait que les amis avec qui j'ai grandi depuis petit,
sont passés de racailles à islamistes. Moi, j'ai des amis qui se sont islamisés, mais dur. Dur. Du coup, qui sont plus des amis, mais des ennemis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous grandissez dans un endroit... Bon, à l'époque, moi je suis à la fin de la génération Black Blamber. D'accord, on était tous ensemble, il n'y avait pas particulièrement de problème. Mais à un moment donné, vous n'avez pas de petite copine. Vous ne trouvez pas de travail, parce qu'il n'y a pas de travail aussi. Vous n'arrivez pas à vous loger. Comment vous faites pour survivre? Vous ne pouvez pas rester individualiste. Donc, vous retournez à la communauté. Quelles sont les communautés qui sont en place? Qu'est-ce qui permet de se relier les uns les autres? La religion. Religion, ça veut dire relier en latin. Et c'est comme ça que l'islam progresse dans les quartiers. Donc moi, si vous voulez, que ce soit les effets de communauté, de guerre raciale, de guerre religieuse dans les quartiers, moi ça fait 15 ans que je suis au courant de ces choses-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'il y avait dans les quartiers déjà depuis plus 10, 20 ans, voire 30 ans dans certains endroits, va gagner la société en général, pour des raisons structurelles. Aujourd'hui, comment est-ce que vous accédez à la propriété en gagnant 2 000 € par mois? C'est compliqué, hein? Et puis plus le temps passe, moins il y a de boulot. Comment on fera avec nos retraites? Peut-être qu'ils trouveront une solution, j'en sais rien, mais vous voyez, à un moment donné, vous ne pouvez plus vivre comme un individualiste. Et donc c'est comme ça, voilà, c'est important à comprendre, c'est comme ça que l'islam progresse dans les quartiers, et c'est pour ça qu'il faut absolument essayer de quitter les idéologies et de s'ancrer dans le réel. L'Église, moi je pense qu'elle a un coup à jouer. Je m'adresse aux chrétiens, de temps en temps, vous pourriez mettre des petits commentaires plutôt que de laisser les plus fous s'exprimer, parce que c'est un véritable enjeu. En tout cas, moi, de mon point de vue, là où j'ai grandi, c'est ce que j'ai vu, c'est comme ça que l'islam progresse dans les quartiers. D'accord? Vous avez une crise de l'individualisme, par nécessité, hein, c'est la nécessité qui détruit l'individualisme. Du coup, les gens retournent à la communauté. Qu'est-ce qui fait communauté? L'islam. C'est comme ça, hein, on peut le regretter. En tout cas, moi, là où je suis, c'est comme ça. C'est un changement de cycle. C'est un changement de cycle majeur que nous sommes actuellement en train de vivre. C'est une phase de transition. Et dans cette transition, effectivement, vous avez, c'est ce qu'on appelle la postmodernité. Et la postmodernité, c'est les cheveux bleus, les véganes, je sais pas quoi, enfin bon. Moi, j'en vois pas beaucoup de gens comme ça où je suis. Je vous le dis clairement, mais je les vois à la télé, tout ça, ça existe. Bon, ça, c'est une phase de transition. C'est la phase de transition vers le retour à la communauté naturelle. Et une phase de transition, ce que disent les historiens et les sociologues, ça dure environ 50 ans. Vers autre chose. Alors, on ne peut pas nommer ce que sera le cycle d'après. Hein? Moi, j'espère qu'on pourra appeler ça quelque chose comme de l'ordre de la Renaissance. Parce que si c'est pas la Renaissance, ce sera quoi? Je préfère que ce soit ça, mais voilà. Postmodernité, 50 ans. Le cycle a commencé à s'inverser quand? La transition. Fin des années 80. Donc on peut espérer qu'en 2030, on soit rentré dans une autre ère. Actuellement, on est en train de vivre la transition. Si j'écoute les historiens, les sociologues, les anthropologues, voilà, si on fait un mix, grosso modo, c'est ça. Donc, l'individualisme n'est possible que dans la modernité, avec un État qui protège et un peuple homogène. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et les gens, peu importe les idées qu'ils ont, tu vois, ils n'ont pas d'autre choix que de vivre en communauté. C'est-à-dire que même si les gens formulent les choses autrement, de manière consciente, en fait, ils retournent à la communauté. Même le type aux cheveux bleus le fait. Même le bobo dans sa citadelle cosmopolite le fait aussi. Oui, même ces gens qui vous vendent les bienfaits de la société ouverte sans jamais en subir les conséquences se communautarisent. Quand ils achètent du bio, quand ils retirent leurs enfants d'école où il y a de la diversité, parce que eux, c'est les premiers à le faire. Quand ils changent de quartier, après que Abdoul leur ait mis un coup de tête, évidemment qu'ils se communautarisent, d'une certaine manière. Vous voyez, en fait, c'est structurel, c'est en dehors des idéologies.
indépendante des idéologies. Le mouvement de fond, c'est celui-là. C'est un mouvement de réenracinement, une recherche de lieux, de liens, pas de nouveaux, comme c'était le cas depuis 1680 jusqu'à 1980. Il y a un nouvel espace qui s'est ouvert. C'est celui de la droite originelle. Alors que la droite situationnelle, elle reprend sa place. Elle reprend sa place à gauche. Donc voyez cette vision historique de changement de cycle. Vous pouvez en parler autour de vous. Ce sont des discussions qui sont faciles à amener, qui sont même agréables. L'histoire, ça intéresse tout le monde, quasiment tout le monde. Et c'est une clé, c'est quelque chose de positif et qui change les gens, Vous leur changez, vous changez leur perception de la norme sociale quand vous dites ça. C'est efficace, c'est une clé. Voilà, c'était le message. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et d'ici là, restez solides.